matin qui est sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Je vais commencer par vous présenter Marie-Pierre Gagnon qui va être l'animatrice pour aujourd'hui. Marie-Pierre est professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval, puis elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada en technologie et en pratique en santé. Elle est aussi membre régulière du RISIC et responsable de notre plateforme de mobilisation de connaissances. Donc, en ce qui a trait au fonctionnement, on vous demande de maintenir les micros fermés si c'est possible pour éviter les bruits de fond. Puis, s'il y a des questions, on peut procéder avec le chat. Ça va peut-être être plus facile que la main levée parce qu'on est beaucoup de participants aujourd'hui. On a 100 participants inscrits. Donc, s'il y a des questions en cours de route, on va essayer de répondre le plus rapidement possible. Sinon, il y a une période qui va être réservée à la fin de la présentation. Donc, je cède la parole à Marie-Pierre pour la présentation de notre conférencière d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Catherine, pour l'introduction. Alors, c'est avec un très grand plaisir que je vais vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui. Bilkis Visanjé, qui est professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Elle est chercheuse au Centre de recherche et de formation Sherpa du CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Elle est également membre du réseau de recherche en intervention en sciences infirmières et chercheuse au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Elle est membre du comité de consultation concernant les politiques, le rendement, l'équité et la diversité au secrétariat des programmes interorganismes et chaires du Canada à l'intention des établissements. Et puis, tout récemment, elle a été nommée présidente du comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux aux personnes issues des communautés ethnoculturelles pour le ministère de la Santé et des services sociaux du Québec. Alors, on voit aussi par le nombre d'inscriptions que le thème d'aujourd'hui suscite beaucoup d'intérêt et on ne peut plus pertinent. Donc, Bilkis va nous parler des concepts d'équité, de diversité, d'inclusion. Et pour ma part, mon rôle va être de regarder les questions que vous avez et les transmettre éventuellement à la conférencière, puis pouvoir prendre les questions aussi à la fin. Donc, je vous remercie et je laisse la parole à Bilkis. Bonjour, merci beaucoup. Alors, premièrement, je suis ravie d'avoir été invitée bien sûr, par le RISIC. L'équipe du RISIC m'a soutenue et merci pour tout le travail, Catherine, José, Marie-Pierre et toute l'équipe derrière les webinaires. Et aussi de donner un peu une réassurance au fur et à mesure que tout va bien, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc, ça aide beaucoup. Et évidemment, on n'est jamais très sûr de comment les rencontres vont se passer, mais je souhaite aujourd'hui partager avec vous quelques éléments pour nous permettre de peut-être mieux comprendre ces notions qu'on voit en ce moment vraiment très souvent, toute la question de l'équité, de la diversité, de l'inclusion, du partage des connaissances. Donc, je souhaite aujourd'hui, dans le cadre de nos rencontres, de parler un petit peu de ces éléments-là. Je voudrais aussi vous dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec ce que je vous présente. Je fais partie de plusieurs comités comme vous, je participe à des comités, je soumets à des comités. Donc, les captures d'écran, les images, tout est dûment cité. Et bien sûr, je voudrais aussi remercier une de mes assistantes de recherche qui m'a aidée pour le soutien design. J'ai essayé de m'inscrire dans le cadre de la mission, bien sûr, du RISIC et en faisant un peu le tour des projets qui ont été financés, des projets, des différents webinaires, des conférences, des discussions, des échanges que nous avons. J'ai sélectionné le deuxième mandat dans lequel on retrouve d'une part la recherche sur des pratiques, sur la question de l'innovation, la santé des personnes qui, à mon avis, reflète ce que je souhaite discuter avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par personne et comment comprend-on cette diversité lorsque nous réfléchissons à améliorer justement l'accès aux services de santé, les interventions que nous développons, que nous mettons en place et évidemment la contribution à la relève infirmière et la mobilisation, le partage de nos connaissances. Alors, je me suis dit peut-être que
ce serait une bonne façon de partir avec cette mission. Et bien sûr, ce que je vais essayer de faire par le biais de nos prochaines, au maximum, j'essaie 30 minutes. Marie-Pierre, merci de me surveiller et de me donner des petits signaux si jamais je dépasse trop, pour pouvoir vraiment laisser le temps des échanges et de répondre à des questions très pratiques, pour que les personnes puissent partir avec un sentiment d'avoir peut-être fait jaillir quelque chose qui était déjà ancré au sein de nos participants et participantes. Alors, je souhaite donc vous faire naviguer à travers les critères, étant donné que nous sommes quand même dans un univers de recherche et de développement de connaissances. Donc, je suis allée faire un petit tour sur les sites web de divers organismes de financement, au-delà de ceux sur lesquels nous agissons en tant qu'évaluateurs, évaluatrices, et aussi de réfléchir un peu à comment nous essayons de conceptualiser justement ces dimensions dans nos réflexions, dans nos travaux, évidemment dans nos recherches, et comment c'est perçu par la suite, et donc qui sont les évaluateurs, et de quelle façon les organismes s'attendent à faire avancer l'équité, la diversité, l'inclusion au niveau de la recherche au Canada. Et donc, je vais commencer par faire un peu un tour d'horizon. Donc, la plupart, si vous vous promenez un petit peu au niveau des universités, nous sommes, la plupart d'entre nous, appartenant à des institutions universitaires ou des centres qui sont dans la communauté, qui sont universitaires ou non, mais qui sont liés d'une façon ou d'une autre pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter de bonnes pratiques. Et je commence par vous transmettre des liens. Je vais laisser bien sûr mes diapos aux responsables du RISIC pour pouvoir les rendre accessibles. Donc, ne vous inquiétez pas à cet effet si jamais il y a des questions. Et tous les liens sont fonctionnels et sont faciles à trouver et naviguer. Donc, beaucoup d'informations qui existent ailleurs, par ailleurs, et que je souhaite que vous puissiez utiliser. Donc, on commence par justement cet univers des universités Canada, et quand on continue à faire des recherches, on trouve facilement tellement de recommandations, que ce soit au niveau de l'INRS, au niveau des programmes de chaires du Canada, bien sûr, l'Université de Montréal, l'Université Laval. On voit aussi des documents qui sont disponibles sur diverses instances comme le CRSH, HEC, le CRSNG. Donc, tous les univers de recherche vont encourager les chercheurs à réfléchir à comment intégrer dans leurs travaux et leurs réflexions ces questions. Moi, je vais surtout, étant donné que je siège au niveau aussi des fonds Nouvelles Frontières en recherche, je vais surtout prendre cet exemple-là pour essayer de faire un exercice ensemble des types de questions qu'on peut se poser au fur et à mesure. Donc, voici quelques exemples encore, Sherbrooke, l'UQAM. Au niveau de notre université ici à Montréal, on retrouve donc de toute façon sur toutes les instances des énoncés de vision après qu'il y ait eu des consultations au niveau des diverses instances en passant du rectorat jusqu'aux personnes les plus importantes, les étudiants et les étudiantes, pour réfléchir un petit peu à ce que veut dire produire des connaissances, apprendre des nouvelles connaissances avec des perspectives variées, des approches variées. C'est un peu ce que j'aimerais que nous puissions discuter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par diversité des perspectives disciplinaires, des perspectives théoriques, des approches méthodologiques? Comment fait-on pour éventuellement rendre tout ça concret? Il y a beaucoup de mots qui sont galvaudés, qui sont disponibles. Et moi, ce que je souhaite faire, c'est de vous diriger vers des liens et ensuite de pouvoir discuter de façon un petit peu plus concrète. Qu'est-ce que ça veut dire si moi, je m'engage à essayer de comprendre ce que cela veut dire? Je me suis aussi mise en ancrage sur une des conférences que ma collègue Céline vous avez présentée vers la mi- ou la fin septembre, qui fait partie justement de l'équité, de la diversité et de l'inclusion
évidemment toutes les questions relatives à la sensibilité au sexe et au genre. Et je souhaite tout à l'heure voir un petit peu avec vous à déconstruire la notion de genre et de quelle façon est-ce que en y faisant attention, tel que c'était présenté par ma collègue Céline dans ce que les évaluateurs ont comme information, eux-mêmes étant des chercheurs, quand on parle par exemple de l'intégration solide et logique des concepts, comment ça se reflète dans nos travaux au niveau, par exemple, ici on voit description et justification des approches, méthodes, stratégies. Quelles sont les difficultés, quelles sont les façons de faire? C'est un peu ces éléments-là que je souhaite partager avec vous, une fois que j'aurai fait un peu le tour d'horizon. Donc, une des ressources intéressantes et où on a quand même beaucoup d'informations, moi, je ne souhaite pas vous définir l'équité, la diversité et l'inclusion. Ce n'est pas le but de ma prestation, mais je peux vous guider, bien sûr, sur tous les sites où vous pouvez lire et je peux vous assurer que ce n'est pas difficile de naviguer à travers ces différents sites. La plupart des fonds de recherche, des responsables dans les universités font un effort pour que ce soit facile, que ce soit inclusif et aussi donnent des ressources pour soutenir. Donc, moi, je vous encourage à aller vous promener un petit peu sur les différents sites pour comprendre un petit peu les modules de formation qui sont disponibles. Celui-ci avait sûrement été présenté par Céline lors de… elle avait d'ailleurs mentionné le lien. Et l'autre élément ici que je vous mets en parallèle, un qui regarde plutôt les éléments sexe, l'autre qui regarde les éléments genre, et de quelle façon s'inscrivent dans les études sociales, la santé mentale, ce que les IRSC appellent Implementation Science, qui est science de la mise en œuvre. Ce sont des points importants à considérer quand on s'arrête et qu'on réfléchit à qu'est-ce que ça veut dire d'implanter la diversité dans mes travaux. Et c'est donc cela que je souhaite discuter avec vous. Évidemment, il faut que les politiques de nos institutions nous permettent de le faire aussi. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ces discussions à différents niveaux. Des outils intéressants qu'on retrouve au niveau des IRSC. Et une des discussions intéressantes dans ce volume que je vous présente, qui est accessible sur les sites web de façon gratuite, on y retrouve justement cette façon de concevoir les hommes et les femmes et le message que nous avons parfois des biais, on a des biais conscients, puis on a surtout des biais inconscients sans faire exprès. Je n'avais pas réalisé que il y avait peut-être d'autres façons de concevoir la personne à part cette approche dichotomique binaire et de nous encourager à sortir de parfois nos concepts un peu trop ancrés dans ce qui est classique, conventionnel, et de se dire qu'il y a une raison pour laquelle on regarde le contexte de vie, les trajectoires des personnes, et que dans ces trajectoires, on y retrouve ces éléments de diversité. Et c'est là, si on s'arrête, qu'on peut réfléchir que finalement, on est tous dans le même bateau. Si on parle de sexe, toutes les cellules ont cette maturité au niveau sexuel et toutes les personnes, quelles qu'elles soient, sont dans un contexte de vie qui leur appartient et que on pourrait dire en français genré. Ça, c'est encore un autre débat, les questions des mots qu'on utilise. Et c'était aussi quelque chose que je vais tout à l'heure vous poser comme question et moi-même essayer de vous faire part de mes propres réflexions. Et puis, une petite blague ici qui nous dit « Sex brought us together, but gender drove us apart ». Et c'est assez classique de voir que, effectivement, les rapports sociaux de genre ne sont pas simples. Donc, voici un peu les éléments que je vous ai montrés, c'est de s'assurer qu'on prenne le temps de sortir de cette dichotomie et vraiment de réfléchir sur un continuum de qui nous sommes et de quelle façon est-ce qu'on peut être un peu plus inclusif. Alors, quelques définitions quand même, pour dire qu'on a pu les bonnes pratiques dans une présentation, de pouvoir s'assurer que lorsque je réfléchis à mes responsabilités,
qu'elles soient en recherche, en formation, en pratique. Je me soucie évidemment de cette notion de justice, de traitement équitable et de pouvoir s'arrêter à ces différentes réalités qui sont dans mon environnement. Et les différentes réalités sont constituées par la diversité. Et pour pouvoir effectivement se dire que j'ai fait un effort à cette équité, ultimement, il me faut mettre en place des pratiques. Et c'est comme ça que les trois concepts restent toujours impliqués et en intersection. J'aurais une autre question que j'aimerais, je vous ai dit que vers la fin de ma présentation, je vais essayer de vous ramener sur la notion de genre, de comment est-ce qu'on peut lire cette notion de genre et comment elle s'inscrit directement dans la notion d'équité, diversité, inclusion. Et aussi, une fois qu'on a réfléchi longuement à l'équité, la diversité, l'inclusion, récemment, j'ai eu l'occasion de discuter justement au niveau du comité consultatif et au niveau de l'Académie canadienne pour les sciences de la santé au Canada, où on me dit, mais Bilkis, c'est très bien ces notions-là, mais tu ne penses pas que quelque part, on essaie d'éviter le vrai mot? Et pourquoi ne parle-t-on pas directement d'éviter les pratiques racistes? Avons-nous une préoccupation de parler du racisme? Et est-ce que nous essayons d'y répondre par le biais des notions d'équité, de diversité et d'inclusion? Alors, il n'y a pas vraiment de réponse noire sur blanc ou blanc sur noir, mais ce sont des réflexions que je souhaite que nous puissions avoir de la teneur des mots et de quelle façon nous faisons un choix délibéré, un choix éclairé de parler d'équité, diversité, inclusion, sans complètement éliminer le fait que nous avons dans notre institution, dans notre vie, dans nos façons de faire, par le biais de biais inconscients ou de biais conscients, une certaine forme de racisme qui existe peut-être ou de discrimination que nous voulons réduire. Donc, je souhaite essayer de voir que nous allons au-delà d'écrire un protocole de recherche, mais que ce que le protocole nous amène, c'est une réflexion auprès de qui je travaille et qu'est-ce que je veux atteindre ultimement, bien sûr, pour améliorer les connaissances, mais aussi pour améliorer le bien-être de toute la population auprès de qui nous intervenons. Alors, on va y revenir. Donc, je voulais juste continuer à vous donner un petit peu le tour des différentes instances et surtout d'attirer votre attention que ce n'est pas juste la santé ni les sciences sociales qui se préoccupent des questions de diversité, mais aussi toutes les instances. Par exemple, le FRQNT nous donne des critères très clairs sur l'équité, l'inclusion et comment l'équipe au FRQNT s'occupe de former les évaluateurs et les chercheurs à ces énoncés dans leur projet. Et c'est très clairement indiqué sur leur site web. On a même un module, donc il y a plusieurs modules qui existent, hein, vous avez le choix que de réfléchir et ça nous ramène vraiment à ce que nous voyons constamment avec nos étudiants en formation, avec nos collègues, au temps que nous accordons à la pratique réflexive et à essayer de comprendre quels sont nos préjugés, souvent involontaires, tant quand nous écrivons que surtout comment nous sommes lus dans les travaux. Et bien sûr, il y en aura toujours. Il n'y a personne qui est hors de préjugés, ça fait partie de qui nous sommes, mais nous avons une responsabilité de pouvoir les reconnaître et de pouvoir y travailler si nous répondons effectivement à nos responsabilités, à cette équité, à cette inclusion. Donc, de se poser les questions à chaque fois et de quelle façon est-ce que je peux y répondre, parce que j'ai les moyens d'y répondre et est-ce que je suis la meilleure personne pour y répondre. Et une troisième chose que nous allons discuter en lien avec les questions genre, questions équité, diversité, prévenir la discrimination, c'est comment ensuite je vais définir ma population.
Alors, on a l'origine ethnoculturelle, on a les ethnicités, on a les langues, on a le contexte multiculturel sera pris en compte. La recherche visera à ouvrir la diversité aux participants en considérant les origines ethniques. J'aimerais bien que nous y revenions vers donc l'applicabilité de ce que cela veut dire. Une fois qu'on a lu les grandes lignes des bonnes pratiques, quelles sont les questions concrètes qu'on peut se poser pour pouvoir ensuite y répondre? Alors donc, on nous demande de prendre en compte, on nous demande, on nous donne les attentes et on nous dit aussi que les candidats et les candidates seront évalués sur les efforts mis en place et que ce n'est pas juste le fait de connaître le nombre de femmes, le nombre d'hommes, le nombre de minorités visibles. Un autre concept qui me débalance toujours, à partir du moment où on va exposer un concept, minorité visible, si on s'arrête pour y penser, ça veut dire qu'il y a forcément une majorité qui décide qu'il y a une minorité. Forcément, il y en a qui sont plus visibles. Ça veut dire quoi être visible? Est-ce que c'est forcément parce que j'ai une couleur de peau? Ou bien c'est parce que je parle d'une façon ou d'une autre? Ou bien c'est parce que je m'habille d'une façon ou d'une autre? Donc, tous les mots ont un poids et les mots font une différence. Et à mon avis, on peut se permettre parfois de couper le cheveu en quatre et de s'arrêter à savoir quel est le bout du cheveu que je désire explorer et ensuite voir ce que je peux faire réellement. Ça demande qu'on y réfléchisse, bien sûr, et ce n'est pas juste un décompte, ce n'est pas juste le fait que j'en ai… Je pense que c'est important, il faut compter, parce que c'est la phase… Si on ne compte pas, on ne voit pas. Mais quand on compte, il y a des conséquences à compter. Et c'est un peu dans cette perspective-là que je souhaite avoir une discussion avec vous, à savoir comment vous comptez et quand vous comptez, est-ce que vous réalisez qu'est-ce qu'on compte? Et ce n'est pas… C'est important d'avoir un nombre qui reflète l'environnement où nous sommes. Et nous avons fait des efforts extraordinaires à la parité entre les femmes et les hommes sur plusieurs domaines. Le travail n'est pas fini, mais c'est sûr qu'on y a travaillé et on a eu des réponses, on a eu des recommandations, on a eu des colonnes dans lesquelles on a écrit « Ah, voilà, on peut compter, on peut rendre les personnes et les institutions redevables qu'il y a cette diversité qui représente le milieu où nous sommes. » Donc, c'est toujours une question de ce qu'on appelle en anglais « fine balance », un équilibre juste, sans pour autant tomber dans le « oui, nous, on a 50%, 50%. » Mais où est distribué 50%? C'est une autre question. Puis, qui dit que 50%, 50%, c'est vraiment ça qu'il faut faire? Est-ce que c'est juste homme-femme, la réalité de nos vies maintenant? Peut-être qu'on a évolué aussi à ce niveau-là. Alors, on se pose des questions sans pour autant rendre la chose complexe et non gérable. C'est un peu vers quoi on retrouve les discussions sur les différents sites. Donc, on recherche les faits, on recherche les retombées. Et ici, je trouvais ça intéressant de partager avec vous que le CRSNG, qu'on estime très axé vers le monde de la génie, regarde aussi les questions de l'équité, de la diversité, de l'inclusion. Et donc, il y a vraiment une différence. Comment est-ce que je peux inclure? Pourquoi je devrais le faire? Comment je peux démontrer? Parce qu'il n'y a pas juste le pourquoi. Je pense qu'on est quand même pas mal tous assez vendus à l'importance de la représentativité, de la représentation et ce qu'on fait comme effort. Et puis, je remercie le réseau aujourd'hui de donner cette opportunité de discussion. Il n'y a pas vraiment de réponse, mais il y a une réflexion et c'est cette réflexion qu'on veut démontrer dans nos travaux pour faire avancer les connaissances dans la diversité, puis de s'inscrire dans des plans d'action qui existent. Donc, on a certainement des outils qui existent et ici, le point principal, c'est par rapport à la gouvernance. Ce n'est pas juste dans ce qu'on présente, mais comment
par exemple, les projets de recherche seront gérés. Un autre élément qu'on retrouve ici, que je voulais vous attirer votre attention, c'est que ça s'inscrit dans mon propos de tout à l'heure. Quand on compte, on finit par cibler, catégoriser et peut-être même discriminer, ou alors à l'inverse, essayer de faire une inclusion. Donc ici, dans les chaires du Canada, on retrouve 4 groupes désignés: les femmes, les personnes handicapées, les autochtones et les personnes appartenant à des minorités visibles. Alors, parfois, on est gagnant si on est une femme autochtone handicapée puis qu'on a l'air visible. Ça va être le top. Ben, c'est un peu dérangeant, n'est-ce pas, quand on se retrouve dans ces situations-là. Puis en même temps, on me dit, ben, si on ne le précise pas, eh bien, on ne va pas retrouver ces catégories-là dans les travaux qu'on recherche. C'est toujours pour moi déstabilisant d'avoir des conversations comme celle-là au niveau des personnes qui mettent en place justement les plans d'action. Qu'est-ce qu'on entend par personne handicapée? Et est-ce qu'on les considère incapables ou bien est-ce qu'on considère qu'elles n'ont plus d'autres moyens de pouvoir se rendre capables? Donc, c'est sûr qu'il y a vraiment des nuances dans les groupes de personnes et on n'aura jamais assez de pages. Si on a juste 10 pages pour écrire notre projet de recherche, on n'aura jamais assez de temps. D'où l'importance de choisir. Choisir comment je vais parler, de qui, avec qui je vais parler, avec qui je vais travailler. Alors, un des exemples que je vais prendre pour les questions auxquelles on peut discuter aujourd'hui, c'est comme tout à l'heure, je vous le mentionnais, c'est le Fonds Nouvelles Frontières en Recherche qui travaille beaucoup à la partie exploration, à la partie transformation et à regarder vraiment les nouveautés. Comment est-ce qu'on innove? Et d'ailleurs, pour ce fonds, si les questions qui relèvent de l'équité, de la diversité, de l'inclusion ne sont pas répondues adéquatement, le projet ne sera même pas envoyé aux évaluateurs. Donc, il y a vraiment tout un examen de quelle façon est-ce qu'on veut justement se pencher sur, d'une part, le processus de composition et le recrutement de l'équipe, la formation et le perfectionnement au sein de l'équipe, l'inclusion et de quelle façon est-ce que les mesures sont prises pour éliminer les obstacles. Donc, c'est très recherché et presque on se sent incapable de se dire qu'on ne pourra jamais soumettre. C'est beaucoup trop demandant. Et est-ce que je vais y arriver? Mais au fond, on le fait déjà, mais on ne réalise pas qu'on le fait déjà. Et les étudiants, les chercheurs et la nouvelle génération qui, je souhaite, est présente aujourd'hui, et celle d'ailleurs qui est beaucoup plus à même de démontrer la diversité, puisqu'elle représente effectivement avec qui nous travaillons et comment nous travaillons. Et quand vous allez voir ce lien-là, je vais vous en montrer quelques-uns, il y a qu'on appelle des pratiques exemplaires, de quelle façon est-ce que les questions sont posées pour nous permettre de nous questionner quand on écrit nos demandes de subvention. Ici, c'est l'exemple de l'analyse comparative entre les sexes qui nous permet déjà de démontrer comment rejoindre les éléments de la diversité et de l'inclusion en recherche. Un autre document, un autre chapitre très intéressant qui nous fait réfléchir à la répartition équitable des avantages, des inconvénients. Parfois, on dit qu'on ne peut pas prendre les populations qui ne parlent pas français parce qu'on n'a pas assez d'argent ou on n'aura pas assez de temps. Ça, ce sont les phrases classiques qu'on retrouve. C'est comme un couteau à double tranchant. Je déclare, je ne peux pas. Je veux bien, mais je ne peux pas. Sinon, ça coûterait beaucoup trop cher. Et sinon, je ne pourrais pas aller chercher exactement ce dont j'ai besoin. Donc, il y a vraiment un besoin de discuter avec l'équipe, à savoir si le sujet ne peut pas être répondu autrement qu'en posant des questions à des populations qui ne parlent pas français, ne parlent pas anglais. Il va falloir trouver une façon de revoir la question de recherche même. On ne peut plus, à mon avis, aujourd'hui, en 2021, avec ce qu'on sait de ce qui se passe dans nos environs,
dans notre environnement et des biais inconscients, des constats d'injustice. On ne peut plus vraiment se permettre de dire je n'ai pas les moyens de poser des questions à ceux qui ne parlent pas français ou à ceux qui ne parlent pas anglais. Je pense qu'il va falloir qu'on revoie nos façons de faire, on réduit éventuellement, peut-être que les essais cliniques randomisés vont devoir être, et je crois qu'elles sont revues, la question de la COVID-19, les vaccins contre la COVID-19, il y a eu beaucoup d'attention qui a été donnée aux femmes et aux hommes, beaucoup d'attention qui a été donnée à certains groupes de personnes, mais pas assez. Si certains vaccins ont été produits en 9 mois, forcément qu'il n'y a pas eu cette attention-là. Donc, je pense qu'on a encore du travail à faire pour continuer à voir quelles sont les réactions auprès de femmes enceintes, des réactions auprès de certaines personnes qui sont plus ou moins bien nourries, toute la question de nos populations qui vivent en itinérance, qui ont des conditions de santé qui ne sont certainement pas les mêmes que les personnes qui ont participé aux essais cliniques des médicaments de vaccins contre la COVID-19. On ne sait pas encore comment ces personnes vont réagir, on ne sait pas le temps aussi de réaction. Donc, c'est pour ça que tout le monde marche un petit peu actuellement sur des coquilles d'œufs. Voilà, donc c'est un peu les arguments que j'aimerais vous apporter dans les réflexions que je souhaite apporter dans ce qu'on appelle l'inclusion appropriée, lesquelles je choisis, comment j'écris. Donc, il y a vraiment des notions qui sont directement ancrées dans l'éthique. On ne peut pas juste se permettre de dire des choses. Il faut regarder quelles sont les conséquences et ce document est vraiment très intéressant. Ce n'est pas juste l'inclusion, c'est la façon dont on va réfléchir à l'inclusion et quelle est l'inclusion appropriée et quels sont les critères. Alors, voyez-vous, ici en bas, on vous donne vraiment la notion. S'il existe une barrière linguistique entre le chercheur et le participant éventuel, diverses mesures peuvent être prises et ça, je pense que de plus en plus, on le trouve dans nos projets. De plus en plus, on le voit dans nos travaux avec nos étudiants, avec nos collègues, avec les chercheurs. Il y a des outils qui sont disponibles et ça prend certainement du temps, mais ça mérite ce temps-là. Et un des modules de formation que je trouve intéressant, qui se fait très, très bien, tout autant que les questions sexe et genre, c'est justement l'évaluation de nos préjugés, les biais conscients puis les biais inconscients. Et on s'aperçoit que sans faire exprès, je n'avais pas pensé que je pensais cela. Et c'est ainsi que je crois qu'on peut travailler à aller vers des modèles de réussite. Un document qui a été présenté au Gender Summit en 2017, qui est une référence très intéressante que je vous suggère de regarder dans les recommandations qui, justement, essaient de réfléchir à comment intégrer de plus en plus la diversité. Je vais essayer de continuer un petit peu plus rapidement pour donner du temps à nos questions. Marie-Pierre, dans notre temps, ça va? Parfait. Donc, au sujet du guide, ici, je vais essayer de vous le montrer de façon plus détaillée pour ce que ça veut dire et donc mettre à la table, comme on dit, pour certaines de nos discussions. Ici, par rapport à l'inclusion, il y a quelques exemples. Donc, moi, je souhaite que dans les rencontres de recherche des chercheurs, vous ayez… qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, quand on dit qu'on a 50%, 50%. Au niveau des pratiques exemplaires, on nous dit comment éviter juste de dire que, ah oui, nous on est bon, on a une femme qui fait ceci, un homme qui fait cela, on a quelques personnes qui viennent d'ailleurs, les noms sont très diversifiés. Je pense que maintenant, on est dans une situation où il faut aller un petit peu plus loin. Et je trouvais ça intéressant, la notion ici, on nous parle de micro-agressions, préjugés inconscients, racisme et effets néfastes sur une personne. Donc, je suis constamment dans une situation où je dois me défendre d'être, parce que j'ai la peau blanche, parce que j'ai la peau pas blanche, est-ce que je suis coupable? Je suis toujours coupable de quelque chose. Et comment déconstruire ça, puis plutôt le penser dans une perspective d'inclusion. Et c'est là où moi, je souhaite qu'on travaille plutôt au niveau de l'EDI qu'au niveau de dire qu'on parle plutôt du racisme et on le couvre avec la notion de EDI. Donc, il y a les deux façons de voir les choses, mais moi, je pense qu'il faut réfléchir un petit peu à comment on approche nos projets, nos questions.
de quelle façon on le fait, quels sont les repères que nous avons par rapport à du début jusqu'à la fin. Et par exemple, ne pas nécessairement se dire que moi, dans mon article ou dans mon projet, j'ai une section sexe et genre, j'ai une section diversité. Mais ça va à l'encontre de toute cette prise en compte du début jusqu'à la fin. Je crois que quand on regarde les questions ici, quelle est la stratégie pour intégrer l'EDI du début jusqu'à la fin pour que les résultats, l'activité de partage des connaissances reflètent aussi que nous avons pensé à nos participants et à nos chercheurs qui vont s'impliquer. Les jeunes chercheurs, c'est un atout extraordinaire dans la diversité, dans l'inclusion. Et moi, je pense que c'est l'avenir pour la réflexion de ces façons différentes de faire nos travaux de recherche. La consultation, puis là, on nous donne des lignes directrices très claires. Si vous avez répondu oui, comment voulez-vous travailler aux facteurs identitaires? Et puis c'est ici que je voulais venir parler un petit peu des questions ethnicité, par exemple. On nous dit dans certains travaux, dans les méthodes, nous allons considérer la variable ethnicité. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, considérer la variable ethnicité? C'est essentiel de pouvoir expliquer. Est-ce que les chercheurs comprennent quand on dit dans les grandes enquêtes, par exemple, l'enquête canadienne sur les communautés collectives, les collectivités canadiennes, il y a une variable ethnicité, appartenance, pays de naissance, pays d'origine, à quelle communauté appartenez-vous? Le problème, c'est que quand on ne peut pas avoir trop de catégories parce qu'on n'aura pas assez de données pour faire des analyses. Donc, on est toujours pris avec des situations qui sont un peu complexes. Quand on voit ces données-là, après, moi, je pense qu'il faut faire l'effort de dire, voici ce qu'on a dans certaines enquêtes et voilà comment est-ce que nous souhaitons, ensuite, par des études qualitatives ou par des projets pilotes, essayer de documenter ce qu'on entend par ethnicité. Et de toute façon, ethnicité, est-ce que c'est parce que je regarde, par exemple, une maladie qui affecte un groupe qui vient d'un pays particulier? On a des exemples qui sont liés directement à des facteurs héréditaires pour des groupes particuliers qui sont plus à même d'avoir certaines maladies. Et ça, c'est le facteur d'appartenance ethnique au niveau sexe. Si on regarde le facteur ethnique ou le contexte ethnique, est-ce que c'est parce que vous voulez regarder comment la famille fonctionne, les rapports sociaux de genre, vous regardez les normes, les valeurs, la culture? Est-ce que c'est parce que c'est un groupe qui ne comprend rien, parce que leurs valeurs religieuses ou leurs pratiques religieuses sont telles que on ne peut pas les approcher ou on doit absolument faire la recherche dans la langue particulière? Il y a tellement d'éléments dans le mot « nous allons prendre compte de l'appartenance ethnique ». Ces deux mots-là sont chargés extraordinaires parce que ce n'est pas juste de le dire, c'est comment on va déconstruire et l'appliquer. Et il n'y a pas vraiment de bonne réponse. La réponse, elle est « réfléchissons-y et écrivons-le ». Et je pense que déjà, on aura fait un énorme pas. Et il y a par exemple ce document qui a été publié il n'y a pas longtemps, l'année dernière, lorsque il fallait parler des quartiers à risque, des quartiers chauds. Quartier chaud, déjà rien que le mot chaud, ça donne une connotation qu'il y a un problème dans cette communauté-là, dans ce quartier-là. Et c'est pour ça qu'on est passé au vert, orange, jaune, rouge. Et de faire attention à comment je vais référer en… Je veux bien travailler dans les quartiers chauds, mais si je l'appelle un quartier chaud, mais le quartier chaud ne voudra pas de moi au préalable. Donc, comment je travaille pour que je sois incluse là où j'estime qu'il y a toute une façon de faire. Donc, je me dépêche. Là, c'était juste pour changer un peu la conversation par les billets. Ici, on a Mountain Equipment Co-op qui avait toutes ces belles diapos et posters. Et d'ailleurs, j'en ai discuté avec ma classe hier même. Il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus et Mountain Equipment Co-op a décidé de retirer toutes ces publicités, tous ces panneaux publicitaires en disant « Nous sommes désolés, nous nous sommes trompés, il y avait des conséquences mal calculées ».
Par exemple, si vous regardez ce poster-là, hein, c'est très évident de pourquoi ils l'ont retiré. Les billets inconscients sont assez frappants quand on regarde les personnes qui sont représentées. C'est un modèle de message sans faire exprès qui exclut toute une catégorie de personnes qui finalement ne viennent pas acheter un Mountain Coop. Alors, on se dit, oh mince, nous on les veut aussi, on veut qu'ils viennent acheter un Mountain Coop. Donc, ouvrons à d'autres populations. Donc, il y a toute une façon de réfléchir. Ici, il y en a un autre ici qui a outré mes étudiants hier par rapport au sens du message qu'on veut donner quand on prépare, par exemple, un des travaux dans la classe hier, c'est de préparer un poster, une affiche pour encourager les personnes qui vivent en contexte d'itinérance pour se faire vacciner contre la COVID-19 suite à la demande de notre mairesse. Comment les infirmières sont-elles cruciales pour préparer un message pour inclure les personnes qui vivent en contexte d'itinérance pour se faire vacciner? Donc, on a essayé de réfléchir au sens du message. Et évidemment, ça a aussi suscité beaucoup de réflexions hier. Un autre ici, quand on regarde le message où on assume qu'il y a forcément quelqu'un qui pense comme ça. Donc, moi, je pense que c'est important, puis Éducalcool a retiré ces diapos-là pour ne pas donner des messages qui sont trop catégorisants. Un autre ici, où pour les femmes, c'est forcément « je ne suis pas assez bonne pour ma famille », pour la dépression, alors que pour l'homme qui est représenté là, c'est « je ne peux plus sortir, je voudrais sortir ». Donc, on donne des messages qui sont, sans faire exprès, appartenant aux femmes, appartenant aux hommes, dans une société qui est déjà construite de ces rapports sociaux, et donc de pouvoir retravailler sur le fait qu'il y a différents types de diversité. Une autre ressource que je voudrais vraiment que vous alliez explorer, c'est sur Stanford, Gender Diversity, Gender Innovations. Il y a Dr. Schiebinger, je ne sais jamais vraiment dire son nom correctement, mais elle a des ressources très intéressantes qui nous aident à la recherche pour comprendre comment appliquer, discuter dans nos équipes aux différentes formes de la diversité et ensuite répondre à des questions. Je reviens à NFR ici. On aura le temps, voyez-vous ici, avez-vous tenu compte de la race et de l'origine ethnique? C'est extraordinaire qu'on nous pose des questions comme ça. Est-ce que les personnes qui ont écrit ça ont même réfléchi à, voulant bien faire, on se met un peu les pieds dans les plats. Hein, la race, est-ce que ce concept est clair pour tout le monde? Quand on parle de race, est-ce qu'on parle de la race humaine, de la race animale, ou est-ce qu'on parle des personnes qui ont des couleurs particulières, par exemple? Écrire un mot comme ça, le lancer sur les sites web, sur des organismes qui essaient de vous rendre plus à même à la diversité, moi, je suis un peu outrée. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Je termine en vous disant qu'il y a différentes façons de conceptualiser la notion de genre. Ce n'est pas juste quand on dit que le genre, c'est juste l'identité, c'est juste l'orientation sexuelle. Il y a différentes façons de s'exprimer, de se démontrer. Il y a aussi les rapports sociaux de genre. Et finalement, de prendre le temps de se dire que il y a une façon d'aller chercher tout ce qui est en bas dans le iceberg qui nous permettra de mieux comprendre qui nous sommes. Voilà, je vous remercie. Et un énorme merci, Bilkis. C'est fort inspirant et très utile aussi, je crois, pour les chercheurs. On a essayé de se démêler dans tout ça et d'avoir une experte comme toi qui nous décortique le tout puis qui pose aussi les questions, les bonnes questions, qui ose poser les bonnes questions qu'on devrait se poser aussi. Alors, vraiment, merci. Et s'il y a des questions, vous pouvez utiliser le chat. On préférait ça à lever la main ou peut-être seulement intervenir, prendre la parole. Donc, la place est à vous. Beaucoup de réflexion, je vois. Sais-tu, je pense que c'est ça, Bilkis. C'est beaucoup, ça porte vraiment
à réfléchir. Tu nous as donné beaucoup, beaucoup d'outils finalement. Puis, en tout cas, moi, personnellement, je réalise que c'est vraiment… c'est 3 mots faciles qu'on entend toujours, puis on est vraiment dans la superficie, en tout cas personnellement. Puis c'est d'aller avec la profondeur, ben ça amène plus de réflexion. En tout cas, il y a peut-être d'autres questions, mais pour comment y arriver, là, tu sais, ça va être ça. C'est comme, j'ai l'impression d'avoir une sensibilisation, malgré que je suis déjà sensibilisée. C'est exactement ça, hein? C'est exactement ça, José. Je pense que c'est de se dire que je pensais être sensibilisée, puis finalement, je m'aperçois que j'ai encore un petit peu de devoir à faire. Et surtout, on se dit toujours, ben, finalement, elle m'a juste fait faire poser encore plus de questions que des réponses. Et c'est vraiment ça. Je pense qu'il n'y a pas vraiment des réponses en soi, mais c'est l'art de se poser des questions, puis de prendre le temps, puis d'oser poser ces questions-là. Et si on revient à certains concepts comme genre, ethnicité, race, est-ce que c'est suffisant de dire que nous avons pris en compte justement certains éléments? Oui, je crois que c'est un très bon début déjà. Et maintenant, de travailler ensemble dans l'équipe de recherche avec nos collègues, avec nos étudiants, avec nos mentors, de comment est-ce que je peux mettre en place une activité qui me permet d'aller chercher surtout ceux qui en ont le plus besoin. Et je crois qu'il y a toute la notion de justice sociale qui nous préoccupe beaucoup avec des fonds limités. Donc, d'aller chercher justement les personnes qui n'ont pas nécessairement l'écoute et qui n'ont pas une voix pour le mentionner. Et on n'est pas, et je pense que souvent on se dit, bon, ben, je vais aller chercher une experte. Mais au fond, nous sommes tous quelque part des experts parce que nous représentons en soi une forme de diversité. Merci, c'est très intéressant. Il y avait un commentaire de Céline, puis je pense que ça peut être intéressant parce que, Céline, si tu veux prendre la parole, là, ça parle des ressources qui sont mises à notre disposition pour réaliser tout cela. Oui, merci beaucoup, Bilkis, pour l'excellente présentation. Effectivement, ça amène beaucoup de réflexion. Et puis aussi, ça fait émerger des défis. Des défis dans la façon de définir ces aspects-là, de les intégrer, mais aussi quelle expertise on a besoin. Mais je pense que tu as un peu dit qu'on est un peu tous des experts, mais en même temps, je veux dire, moi, je me sentirais un peu démunie. J'aurais tendance à me dire, ça me prend un expert dans ces concepts-là pour m'aider à cheminer, pour opérationnaliser la façon que je les intègre dans le protocole, que je vais faire la recherche sur le terrain, que je vais analyser mes résultats. Donc, c'était plus un commentaire qu'une question, là, mais comme chercheur… Oui, dans tes travaux, Céline, sur la douleur, moi je trouve très intéressant, puis on a eu l'occasion d'en parler un petit peu, on a été sur des comités ensemble, on trouve toute une panoplie de réactions à la douleur. Pour certaines qui sont beaucoup plus physiologiques et pour d'autres qui sont un peu plus de nature psychologique, sociale. Et en soi, étudier la douleur, moi je trouve ça fascinant dans la diversité qu'on peut apporter. Premièrement, je crois qu'on peut partir d'un principe que ce n'est pas parce que j'appartiens à un groupe particulier que je vais réagir à une douleur de façon différente. On dit souvent, ben, ce groupe-là, il ne parle pas fort, ce groupe-là, il parle très fort. Certains, il faut aller leur demander parce qu'ils ne vont pas exprimer leur douleur. Puis certains, ben, on sait, ils vont crier sur toute l'unité de soins, par exemple. Ce sont tous des espèces d'étiquettes qui peuvent déranger, mais qui sont basées parfois sur une accumulation de constats, par exemple. Alors, il faut déconstruire tout ça puis se dire que ce n'est pas des groupes, c'est des personnes. Mais en même temps, on se dit ben, peut-être que je vais faire un effort particulier parce que j'ai appris en me penchant, en demandant à la personne.
Et c'est un peu ça aussi, je pense qu'on peut aller chercher. Et de façon, par exemple, je vais vous apporter un autre exemple, toujours sur la douleur, parce que je trouve ça assez fascinant dans les projets actuellement sur lesquels je travaille avec des collègues sur l'excision, l'infibulation, la désinfibulation des femmes qui ont vécu ces pratiques dans des pays d'origine et qui sont maintenant au Canada. Une de mes collègues à Toronto, Dr Einstein, qui travaille sur la mesure de l'intensité de la douleur au niveau du périnée des femmes qui ont été excisées ou qui ont été désinfibulées, infibulées. La machine qui lui permet de mesurer la douleur lui indique à ma collègue, ben, cette femme devrait avoir mal. Et nos standards sont tels qu'ils sont mis à un niveau d'un certain groupe de femmes qui devraient avoir mal à ce niveau-là. Puis ces femmes-là ont développé du tissu cicatriciel ou ont développé au niveau physiologique une certaine façon de réagir que la machine ne détecte pas. Donc la femme ne dit rien et la machine dit mais elle a mal. Et la femme dit non mais j'ai pas mal. Ou l'inverse. Donc, ça nous permet de revoir un petit peu nos standards. Un autre exemple, mais qui n'a rien à voir avec la diversité en soi, mais l'influence du climat. Quand on dit qu'il faut absolument mesurer la température des personnes qui rentrent dans les RPA, dans les CHSLD, ben avec l'hiver, il a fallu recalibrer la température parce que dehors, il fait froid. Et donc, on est influencé dans notre corps. Donc, on doit constamment revoir nos façons de faire, nos instruments de mesure, et ne serait-ce que pour y réfléchir. Superbe, excellent. Merci pour ces exemples. Est-ce qu'il y aurait une autre question de la part des participants? S'il y a quelqu'un qui veut… Ben, j'avais levé la main. Oh, désolée, je ne voyais pas les mains, mais merci. C'est ce qu'il faut faire. Prenez la parole. Bonjour, je m'appelle André Tchernoff et je suis un chercheur en recherche fondamentale à l'Université Laval. Je connais Dr Visanji. On s'est croisés sur les comités aux IRSC il n'y a pas si longtemps. Je vous avais parlé de la problématique. D'abord, je vous remercie pour votre conférence. C'était extrêmement intéressant et très éclairant. Vous avez parlé de la problématique de compter les gens et de les placer dans des catégories, ce qui est extrêmement difficile. Et je peux peut-être comprendre au niveau d'une organisation très grande, par exemple, au niveau d'une université, qu'on essaie de faire un certain décompte, de catégoriser les gens pour voir les problèmes. Et je comprends la problématique, mais ma question, c'est à quoi on s'attend de la part des chercheurs dans leurs équipes individuelles? Moi, je me sens vraiment pas à l'aise de compter les gens, de les placer dans des catégories et d'essayer de faire un décompte pour essayer d'équilibrer ça. Donc, en tant que gestionnaire d'une équipe de recherche, comment on devrait aborder la situation? C'est une excellente question. Et ce que je voudrais dire, c'est que, par exemple, une équipe dirait, mais moi, je vais demander à une personne qui a travaillé beaucoup à réfléchir aux questions de l'inclusion, aux questions de l'équité. Ça peut être une bioéthicienne, un éthicien, ça peut être une anthropologue, un anthropologue, dépendamment du sujet de recherche, Dr. Tchernoff. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié vos commentaires lors de nos discussions il y a pas longtemps. Et de se dire que est-ce que cette personne-là nous permettra d'être la personne transversale à poser des questions, qui nous remet en question constamment, mais il faut aussi apprendre à accepter que cette personne pose des questions. Par exemple, moi, j'ai été demandée, entre guillemets, d'être la représentante EDI sur un projet avec des collègues. Et quand je posais des questions, mais je pense que je dérangeais un peu, peut-être un peu trop. Alors, on veut bien t'avoir, Wilkis, mais tais-toi quand même un peu. C'est juste que ça fait bien. Et je crois que c'est ça la responsabilité, Dr. Tchernoff, c'est de se dire, d'abord, je crois que vous avez raison, c'est pas juste pour le faire qu'on le fait. Puis, vous n'avez pas nécessairement besoin de dire que j'ai besoin de quelqu'un pour dire que quelqu'un est là. Je pense que vous-même, vous avez déjà posé des questions là-dessus.
et c'est de l'écrire, je crois, c'est de le discuter. Moi, je ne crois pas trop non plus à il nous faut une personne qui représente. Si on prend la perspective d'inclusion versus discrimination, ça ne marche pas trop de mettre une personne EDI dans mon équipe. Donc, la réponse simple, Dr. Tchernov, c'est, je suis sûre que vous faites déjà très bien juste à vous poser la question. Le souci, c'est comment vous l'écrivez pour que les autres qui le lisent comme vous et le voient comme vous. Okay. Je vous remercie beaucoup. Il y a Geneviève Roch. Enfin, je viens de voir les mains, donc... Oui, salut Bilkis. Merci beaucoup pour la présentation. C'était super intéressant, comme toujours. Puis j'ai manqué le petit bout du début, mais j'ai accroché sur quelque chose que tu as dit qui était super intéressant par rapport à, bon, en termes d'équité linguistique, donc en recherche. C'est drôle parce que dernièrement, j'ai eu à réfléchir à la question, en fait, pas dernièrement, je dirais que depuis très longtemps, en fait, depuis mon premier board que j'ai fait. En contexte pan-canadien d'évaluation sur comment on peut maximiser l'équité et tout ça. Puis des fois, hein, on fait quasiment des choix comme chercheur, comme quand nous, on soumet à des financements. Est-ce que je vais soumettre en anglais? Est-ce que je vais soumettre en français? On le sait que quand on soumet, qui n'est pas dans notre langue maternelle, à moins d'être parfaitement bilingue, ce que je crois qui est au niveau très difficile à arriver. Je discutais avec une collègue anglophone, elle me dit ça nous donne l'impression de lire comme vous quand vous lisez un texte en français plein d'erreurs. Tu sais. C'est pas des erreurs graves, mais ça fatigue puis ça amène notre attention sur quelque chose d'autre. Donc, en soi, ce que je me questionnais, c'est il y a ça quand on soumet, puis il y a aussi les choix, tu l'as mentionné, d'équipes qu'on fait pour nos projets, puis même de l'intégration. Donc, des fois, on va faire en quantitatif, ben, on a toutes sortes de moyens pour des traductions linguistiques, validité de nos questionnaires dans différents contextes culturels. Mais en qualitatif, c'est moins clair. Je te donne un exemple. J'ai des focus group à faire, mais pas nationaux. Donc là, est-ce que je vais utiliser la traduction simultanée? Est-ce que je vais faire des groupes différents, mais dans le fond, je ne maximiserai pas les échanges interlinguistiques, donc aussi interculturels potentiellement. Fait que c'est toutes des questions, je trouve, puis je ne sais pas s'il y avait des guidelines ou des choses qui pouvaient nous orienter. Puis aussi, il y a toute le machine translation, donc en bon français. Fait que la traduction humain, la traduction machine. Fait que voilà, c'était ce que je voulais t'entendre un petit peu si tu avais eu des réflexions là-dessus pour des solutions. Merci Geneviève, c'est comme tu me rejoins dans les réflexions à faire pour la langue et je crois qu'on est à un stade où on doit se poser la question, est-ce que je sacrifie quelque part pour pouvoir avoir des participants et des participantes à ma recherche qui parlent les deux langues ou les langues dans lesquelles je dois effectivement aller poser des questions. Qui sont les personnes qui sont dans cette diversité? Puis j'ai vu un commentaire de Andrea. Bonjour Andrea. C'est vrai qu'on est porteur de plusieurs identités, donc on n'est pas porté à juste dire ben, j'ai des hommes et des femmes. C'est là où on ne va pas dire ben, j'ai 25% d'une orientation sexuelle X, 24%, on ne va plus finir. Donc, ce n'est pas le but du tout. C'est pour ça que je crois qu'on doit nous démontrer comment on est ouvert à… Ne serait-ce, même le mot ouvert, je crois qu'il est trop empreint de comment je pourrais dire, de prescription. Je ne souhaite vraiment pas que nos discussions soient prescriptives. Au contraire, elles sont beaucoup plus sur une base de réflexion. Qu'est-ce qui convient à ce que je fais et de ce que je cherche et d'aller un petit peu au-delà. Et je pense que dans un même groupe, même si la couleur n'est pas là, comme dit tout à l'heure Andrea, je pense, on peut très bien diversifier dans une même couleur. Ce n'est pas juste la couleur ni juste la langue qui fait que… et c'est pour ça que je pense que parfois on dit tout de suite, ah ben il n'y a que des hommes. Mais je pense qu'à l'époque, quand il n'y avait que des hommes, c'est différent de comment on réfléchit à que des hommes aujourd'hui. Puis je n'ai rien contre les hommes, bien sûr, hein, mais quand on voit, par exemple, dans certaines discussions, quand on voit que des hommes, entre guillemets, qui portent
portent le costard et puis qui réfléchissent à des grandes questions. On n'est plus à ce niveau-là, je pense. Je crois qu'on évolue beaucoup, ça vient. Et dans nos recherches, si on veut qu'il y ait une différence, on doit faire des efforts. Puis il y a tellement d'exemples que je peux vous donner. Un rapide que j'aimerais vous donner, c'est par exemple dans nos classes, comment on fait pour être sensible à l'inclusion, mais en même temps, ça demande c'est tellement compliqué. Les étudiants qui parlent plus ou moins français, plus ou moins anglais, qui demandent que l'institution les soutienne un peu plus, mais pas aux dépens de ceux qui n'ont pas nécessairement besoin. Donc, la question n'est pas simple à répondre. Puis c'est ça, en termes de rigueur méthodologique, parce que, tu sais, en fait, ça va influencer quand on est en analyse quantitative, on s'est donné des lignes, mais quand on est en analyse qualitative, est-ce qu'il y a des moyens pour qu'on puisse, parce qu'il y a cette question-là aussi, je veux bien mettre, soyons très basiques, on est un pays bilingue, mettre anglophone, francophone ensemble dans un même groupe de discussion. À ce moment-là, oui, Andrea? Excuse-moi, je ne peux pas lever la main dans mes réactions, clap or whatever. Pour répondre à ta question, nous avons fait des groupes d'entretien avec des membres de la communauté haïtienne. Et dans ce projet, on avait des limitations parce que pour répondre à notre question principale, c'était de mieux comprendre comment la communauté voit le organ and tissue donation. D'abord, on a dû choisir des intervenants qui étaient comme des membres de système de santé, mais qui parlaient créole et français. Et souvent, avoir plus qu'une personne qui peut animer dans le groupe. D'abord, pour permettre qu'un individu puisse essayer de gérer la discussion en même temps qu'il y a un autre comme observateur qui peut intervenir s'il y a quelque chose qu'on a manqué dans la discussion. Mais il y a toujours, comme Billy a dit, il y a des choses qu'on doit dire, mais effectivement, c'est un défi. Mais quand même, on a essayé de faire ça pour un peu essayer qu'on a vraiment l'idée de ce que le groupe aimerait bien comprendre, qu'est-ce que ça veut dire le don d'organes et de tissus et quels sont les défis pour cette communauté si c'est un groupe qui, au début, on pensait ne participe pas autant dans ça, mais on a vraiment essayé de comprendre quelles sont les dimensions du spirituel, de leur croyance, et ça a sorti dans nos groupes de discussion. D'abord, on a pu devenir qu'on a commencé à comprendre c'était quoi le défi dans ce contexte pour les intervenants et qu'on l'a amené à Transplant Québec comme information. Mais quand même, on a eu d'autres entretiens avec d'autres groupes multi-ethniques, mais dans la recherche aussi qualitative, les entretiens dans lesquels on a utilisé des traducteurs officiels par téléphone et c'était moins efficace. On a réalisé que peut-être un traducteur ou interpréteur actuellement qui vient de la famille ou quelqu'un qui partage du même groupe ethnique est peut-être mieux qu'utiliser certaines personnes professionnelles parce que parfois, ils n'amènent pas la bonne traduction. Ils veulent faire la correction du grammaire et on perd quelque chose à ce moment-là comme chercheur. Mais aussi pour quelle est la langue quand on fait les transcriptions, il faut aussi décider est-ce qu'on va le faire en français ou en anglais, dans les deux langues, mais c'est quand même une traduction de la langue originale, que ce soit le roumain, l'arabe, le chinois, le mandarin ou ce qu'on a fait ces projets. Et on a décidé d'utiliser des personnes qui parlent la langue, d'écouter la discussion et de revenir pour commenter sur la traduction qui était faite. Que ce soit la langue anglaise ou français, comme ça. Mais c'est cher à faire ça. D'abord, comme Billy dit, si on n'a pas l'argent pour le faire, c'est impossible. On revient toujours au coût, hein, malheureusement. Et je crois que
tes commentaires, Andrea, sont très intéressants dans la mesure où les choix sont toujours liés. C'est pour ça que même dans les essais cliniques à l'époque, même si on ne pensait pas vraiment de diversité, c'était toujours, on ne peut pas se permettre d'avoir ces groupes-là parce que ça coûte trop cher. Moi, je discute avec des collègues qui font de la recherche biomédicale sur les laboratoires mouillés. Et puis, on me dit, ben, écoute, si tu nous donnes l'argent pour avoir des souris femelles et des souris mâles, bon, je veux bien, mais ça va coûter 2 fois plus. Et alors, c'est toujours la question des coûts associés. Donc, on fait toujours comme un deuil sur la façon dont les résultats vont avoir des conséquences et un impact parce qu'on a enlevé un groupe parce que ça coûtait trop cher. Mais pour la langue, je voulais juste vous dire, dans la réalité de tous les jours, moi, j'écoute les débats, par exemple, qui n'ont rien à voir avec des débats complexes, mais c'est quand même complexe. Radio-Canada qui se débat pour dire, on accuse Radio-Canada de ne pas être assez diversifié, dans le français même. Au sein de ces émissions françaises, au sein de ce que Radio-Canada donne comme image, une des questions est, vous n'êtes pas assez diversifié, parce que ça ne représente pas les francophones hors Québec. Et il y a une réalité différente d'autres populations francophones hors Québec qui ne se voient pas dans… Donc, c'est la question de se dire, est-ce que je suis représentée? C'est pas juste de montrer la carte de quel temps il fait, mais il y a beaucoup plus que ça pour montrer une diversité au sein même d'une langue, au sein même d'une catégorie, entre guillemets, de personnes. On pourrait avoir plein d'exemples comme ça. L'autre, je ne sais pas à quel temps on est, peut-être qu'on est dépassé le temps. J'ai eu l'occasion de collaborer avec des équipes de Laval et autres groupes. Je ne sais pas si ma collègue Judith Lapierre est là. Nous avons eu le plaisir de travailler ensemble sur une publication qui a été soumise et publiée par Perspective Infirmière. On a eu un débat au sein de notre petite équipe, à savoir quelle image apparaît dans notre article. Il y a eu presque une tension au sein de notre équipe, image ou pas image, si image, que veut dire l'image et quelle est la conséquence de mettre une image. Quand on parle de violence conjugale, violence intime, moi je pense que les images disent trop, pas assez, ou donnent des biais inconscients dans l'analyse des images. Donc, je pense que c'est important de prendre le temps d'en discuter et d'arriver à un consensus et dans notre diversité de personnes auteurs. Mais voilà, donc il y a plusieurs exemples qu'on peut aller chercher. Puis, Geneviève, moi, je pense qu'on n'a pas vraiment de réponse, mais je pense qu'on peut aller chercher des éléments. Parce que l'interprétariat aussi, qui va interpréter? Si c'est une question de violence, est-ce qu'on veut que ce soit les conjoints? Certainement pas. Mais si on veut que les personnes parlent, ça ne peut pas non plus être dans l'exemple de Andrea, si on prend quelqu'un qui vient de la communauté haïtienne, mais le sujet est complexe au niveau de la communauté haïtienne, je ne pense pas qu'une personne qui parle haïtien, qui parle créole de la communauté haïtienne soit la bonne personne, parce qu'il va y avoir des complexités reliées à la confidentialité, on va dans la même église, je ne vais jamais leur dire, moi, ce que je vis. Alors, c'est des questions qu'on se pose et c'est certainement complexe, mais ça vaut la peine de poser des questions. Je pense que c'est un peu ça que je voudrais donner comme ligne de conclusion. Et de continuer à discuter. Hein, je pense que ces séances du RISIC sont fantastiques pour ça. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Geneviève, je ne sais pas si tu avais un dernier petit commentaire. Je vois que ta main est encore levée. Ah, en fait, je ne sais pas, est-ce que ça terminait à 13h? Parce que sinon, on pourra en discuter. Je pense que tu avais parlé aussi des images. Puis là, je me disais, tu sais, des fois, ça fait des liens entre, tu sais, on a des prérogatives aussi en matière d'adapter notre message, incluant le visuel, à l'auditoire ciblé, versus trouver une image. J'ai trouvé ça intéressant, ta réflexion. Tu sais, ça me faisait penser, bon, moi, présentement, tu sais, je suis plus périnatalité, mais on va avoir la même chose en oncologie pédiatrique quand on veut expliquer les coparents, les partenaires, les pairs. Exemple, on a fait du recrutement via des médias sociaux, puis on se rappelle, les premiers visuels qu'on avait utilisés, c'était parents. Puis on mettait les 2 parents, bédaine, etc. Bon, parce que c'était ça, mais ça ne prenait pas du tout auprès des pères. Donc là, on a été chercher le stéréotype, on a mis le gars avec la barbe qui monte son parc, tu sais. Puis là, tu sais,
papa recherché, tu sais. Fait que, en fait, je me dis, c'est peut-être 2 champs qui gagneraient à communiquer. Le champ de la communication en termes d'application des connaissances et le champ que tu nous amenais à réfléchir, l'image, parce qu'en fait, je crois qu'ils sont peut-être pas tout à fait dans un certain sens, les recommandations sont en opposition par moment, parce qu'on veut être le plus proche possible de l'image qui va aller chercher le stéréotype en communication pour rejoindre Target. Puis, de l'autre côté, tu nous dis, ben, il faut se questionner sur utiliser des images stéréotypées. Puis tu vois, dans notre cas, on n'avait pas voulu utiliser des images stéréotypées, ça n'a pas fonctionné. Mais, conclusion de l'histoire, l'image stéréotypée n'a pas plus fonctionné. Fait que tu vois. Mais en plus, tu pars de la prémisse qu'il y a forcément un papa. Mais ça pourrait être un couple où c'est 2 mamans ou 2 papas. On avait des images parents de tous les types. C'était coparents, Puis ce qu'on n'arrivait pas à recruter, c'était les partenaires masculins finalement. Donc les coparents, ça fait partie de la vie. Les hommes, de façon générale, sont extrêmement complexes à recruter. Alors, tu rentres aussi dans un autre paradigme. Beaucoup d'effets. Je pense que ça me donne une idée pour un prochain webinaire sur les enjeux du recrutement qui visent l'équité, la diversité et l'inclusion. Puis je pense que Geneviève, on pourrait t'inviter. Puis absolument. Andrea aussi à venir parler de comment vous avez pu recruter des participants pour viser l'EDI aussi. Mais merci.